Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Petite réflexion philosophique offerte par Maxime Le Forestier. En vérité, il n'y a pas d'égalité dans ce vide monde, les libertés sont rares. Quant à la fraternité, c'est ici que vous la trouverez. Oui, ici la France Libre, une émission du CNTF, CH, avec Philippe, avec Bruno, avec Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Merci de nous accompagner. Bonne fin de semaine. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour rebondir sur une citation de la chanson de Maxime Le Forestier, je vais en donner une autre. Alors vous allez deviner qui est l'auteur. Quand tu es dans le désert depuis si longtemps, tu te demandes à quoi ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Voilà. Patrick Capdevielle. Patrick Capdevielle, tu as gagné un yo-yo en bois du Japon. Parfait. Donc, c'est juste pour démarrer en souriant et en chanson. Voilà, moi ce que je voudrais montrer, c'est comment les choses évoluent dans ce monde instable, avec évidemment toujours la perspective de l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir, qui est au 20 janvier. Et on a l'impression que c'est c'est presque une épreuve. Hein, on ne sait pas s'il va y arriver, quoi. On espère qu'il va y arriver, mais on ne sait pas. Alors on entend des choses intéressantes du genre. Il prévoit une rencontre avec Monsieur Poutine et Xi Jinping. Alors qu'on sait par ailleurs qu'avec la Chine, normalement, ça sera du tout ou rien, c'est-à-dire que soit ils arrivent à s'entendre, soit ils arriveront qu'à se détruire mutuellement, ou voilà. Donc il y a des enjeux importants, et donc derrière il y a la notion de guerre. Si cette guerre a lieu entre Monsieur Trump, les États-Unis d'Amérique et la Chine, ça sera forcément une guerre mondiale. Et Monsieur Trump nous dit, eh bien, nous avons réussi à annuler la guerre mondiale, comme on annule un spectacle, ou comme on annule une rencontre sportive, etc. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour nous, c'est-à-dire que nous on va pas mourir tout de suite, en tout cas pas de ça. Et donc, on continue, les affaires continuent. Alors, je vais laisser la parole à qui veut bien la prendre sur un thème que Sylvain va devoir nous délivrer, sûrement juste après qu'on assiste à des présentations vidéo. Absolument, si vous voulez qu'on regarde l'actualité en images, on va la regarder. Je vous fais le pitch. Il s'agit de Sarah Knofo qui est invitée chez Berkoff. Alors cette personne, en fait, a travaillé à la Cour des comptes et nous explique un petit peu ce qu'elle a pu voir et ressentir. On le disait tout à l'heure, mon métier quand j'étais à la Cour des comptes, c'était d'inspecter tous les comptes de l'État, de regarder ministère par ministère. Et c'est vrai que quand on fait ce travail, quand on regarde ligne à ligne le budget, quand on regarde dans chaque programme, dans chaque mission, franchement parfois il y a de quoi s'arracher les cheveux en se disant mais c'est pour ça que les gens payent, c'est honteux, c'est l'argent des gens. Nous, notre seule richesse en France, c'est le travail de chacun, ce qu'il a produit comme richesse. Ce qu'il produit environ à la fin de chaque année, c'est 2800 milliards d'euros. Ça s'appelle le PIB. C'est la richesse qu'on produit. Et il faut savoir que sur ces 2800 milliards d'euros, l'État vient ponctionner chaque année 1300 milliards en charges et en impôts. Presque la moitié, quoi. Presque la moitié. Ouais. Pour vous prendre un exemple de la vie quotidienne, si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute gagne 2000 euros par mois, il faut qu'il sache déjà que la richesse qu'il a produite n'était pas de 2000 euros, mais de 4000 euros. Son patron, avant de le rémunérer, a dû débourser 4000 euros. Exact, et ouais. la personne n'a vu que 2000 euros parce que l'État a déjà pris 50% des UNEDIC en charge avant même qu'il n'envoie la couleur. Et sur Donc ces déjà 2000 euros, 50%. il paye aussi des impôts. Voilà. C'est Sur ça. ces 2000 euros, il va payer 100 euros d'impôt sur le revenu. S'il fait 2 pleins dans le mois, encore 100 euros de taxes. S'il fume, encore des taxes. Taxes foncières, impôts locaux, je vous passe des meilleurs. S'il dépense tout son salaire, c'est déjà 20% de TVA. C'est-à-dire que sur les 4000 euros de richesse qu'il a produite, à la fin du mois, il lui reste 1400 euros de pouvoir d'achat. 1400 euros pour acheter des vêtements à ses enfants, pour s'acheter des vêtements, pour payer son loyer, pour aller au restaurant, pour aller en vacances s'il peut encore le faire avec 1400 euros. Sur 4000 euros de richesse produite, l'État aura pris 65%. Alors, que pensez-vous du discours de cette dame, Sarah Knofo? Alors, disons qu'il est connu, c'est une information qu'on a, on n'est pas surpris. Par contre, là où c'est plus surprenant, c'est qu'une dame vienne du sein des saints, c'est-à-dire de la Cour des comptes, pour nous expliquer ça dans le poste. Et elle était à l'ENA aussi, hein. En plus, elle était à l'ENA.
Donc ça veut dire que le système est en train de fuir au sens comme un ballon qui fuit, quoi. Le système fuit un peu de partout. Il y a des gens qui jusqu'à maintenant se trouvaient très bien au poste où ils étaient et qui surtout acceptaient l'omerta, c'est-à-dire le silence, contre bonne rémunération. Maintenant, on n'accepte plus. Alors pourquoi? Ça, l'avenir nous le dira. Peut-être cette dame a-t-elle senti que le vent est vraiment en train de tourner et qu'il vaut mieux être du côté des dénonciateurs que du côté des dénoncés, quoi. Voilà, donc ce que je peux dire par rapport à ce que je viens de voir. Très bien, et le sujet que nous allons développer ce soir, les acteurs politiques de 2025. Et nous allons en faire une liste bien précise. Oui, alors les acteurs politiques de 2025, en fait, c'est une revue de tête. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage aux lanceurs d'alerte que nous connaissons, comme M. Assange, dont on n'entend plus trop parler, mais qui de temps en temps nous envoie des écrits. On a tous été contents et heureux de le voir sortir en bonne santé de son état d'emprisonnement. Et puis maintenant, il continue de dire ce qu'il a à dire. Visiblement, il a dû avoir des contrats de silence également, mais il ne se sent plus dans la nécessité d'y obéir, ou bien tout simplement ses contrats sont-ils caducs. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il nous dit quoi? Il nous dit, Monsieur Assange, qu'il a vérifié, je dis bien qu'il a lui-même vérifié, que BlackRock est en faillite et que la banque Rothschild également. Donc ça, c'est des choses, si elles sont vérifiées et vraies, c'est juste, voilà, c'est juste extraordinaire, quoi. Et pourquoi? Donc il explique les sanctions contre ces énormes blockbusters, là, ces énormes entreprises, on finit par venir à bout de ces entreprises. On a envie de faire le parallèle avec les sanctions en Russie. Les sanctions en Russie ne viennent à bout de rien du tout, et surtout pas de la Russie et de l'économie russe. Mais celles qui ont été dirigées contre ces entreprises, apparemment, ont fini par les mettre à genoux et les faire exploser, quoi, exploser en vol, hein, littéralement. Voilà ce que nous dit Monsieur Assange, donc qui est toujours aussi actif dans la dénonciation des choses et qui va jusqu'au bout des dossiers, si je puis dire, hein, pour nous avertir de ce qui se passe réellement. Alors bientôt il y aura de nouvelles finances, bientôt il y aura un nouveau style de vivre ensemble. Tout ça va découler justement de ce changement de monde dont les anciennes finances et les anciennes, je dirais, les anciennes oppressions sur le peuple vont être détruites, voilà, vont être remplacées par des nouvelles où on sera beaucoup plus heureux qu'avant. C'est quand même le but recherché, c'est d'être heureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je voudrais faire une allusion également à un deuxième lanceur d'alerte qui est Monsieur Fulmich. Alors tout le monde se souvient peut-être pas de Monsieur Rainer Fulmich, qui est cet Allemand avocat qui a voulu dénoncer un certain nombre de choses justement, notamment sur la partie, si mes souvenirs sont bons, sur la partie médicale et sur le confinement, etc. Il a fait pas mal d'études, il a rendu des études justement, et là il s'est fait contrer, c'est-à-dire qu'il a été finalement attaqué par ceux qu'il attaquait lui-même et qui lui ont trouvé des attitudes de voleur, qui ont réussi à trouver qu'il avait volé des clients, puis des confrères, je ne sais quoi. Donc une sombre histoire qu'il nous raconte d'ailleurs dans un post qu'il fait sur Internet, et qu'on peut entendre en français parce qu'il est pas francophone, il est germanophone, mais c'est traduit, donc voilà, et on voit tout ça et on entend tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur? Il dit, mais je suis en prison, mais je suis bien plus tranquille maintenant que je ne l'étais il y a pas si longtemps, car je sais que tous ceux qui m'ont mis en prison vont y aller pour beaucoup plus longtemps que moi, quoi. En clair, hein, je fais simple, mais et il se dit, voilà, c'est en train de basculer et j'ai tous les éléments pour être extrêmement serein, quoi. Donc dire ça du fond de sa geôle est assez geôlier, je trouve ça assez courageux d'une part, et probablement un courage qui doit faire peur à ceux qui l'accusent, justement, hein. Voilà ce que je dois dire au sujet de Monsieur Fulmich. Voilà, ce qu'il y a d'autres commentaires à faire sur les Assange ou Fulmich ou ce qu'on a vu tout à l'heure. Je laisse la parole. Oui, j'aurais un commentaire à faire sur le titre de l'émission, si vous permettez. Donc, les acteurs politiques, j'avais marqué de la transition, et puis en fait, c'est 2025. Alors, est-ce un lapsus révélateur? Mais les acteurs politiques, combien sommes-nous sur le sol français? Combien sommes-nous sur la planète? Et l'idéal et l'idée de base, c'est que chacun
et que chacune soit acteur et actrice politique. Ce qui, si je peux me permettre, fait quelques milliards de cellules par personne et quelques milliards d'individus sur Terre. Et quelques millions, quelques dizaines de millions en France. Tous et toutes acteurs et actrices politiques. Merci d'avoir entendu. Bons acteurs, soyez de bons acteurs et de bonnes actrices politiques. Merci. Ah, je veux bien rebondir sur la perche que tu me tends, Jean-Pierre. Effectivement, seront acteurs ceux qui auront pris la fonction de citoyen. Alors, citoyen, c'est celui qui vote. Hein. Citoyen, c'est ça. Hein. Alors, nous sommes des citoyens puisque nous votons. Mais nous votons pour des représentants. Et que font les représentants? À peu près ce qu'ils veulent et surtout pas ce qu'on leur demande. Donc ça, c'est dommage. Par contre, si dans un demain non pas hypothétique, mais plus ou moins à proximité de nous, eh bien, nous passerons en démocratie. Et dans la démocratie, chacun est souverain, chacun vote, et personne ne se fait représenter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation du peuple qui vote, c'est le peuple qui vote. Voilà. Ça, c'est la démocratie que nous proposons au sein du CNTF-CH, et donc nous espérons évidemment devenir tous des acteurs politiques, que ce soit en 2025 ou que ce soit pour la suite, 2025 pouvant être effectivement la charnière. Voilà, mais aujourd'hui, le sens de ce titre est un petit peu différent. Il est de dire quelles sont les actions que les hommes qui sont connus et qui sont en place aujourd'hui à différents postes dans le monde ou en France, eh bien, quelles sont les actions qui sont en train de se passer ou qui vont se passer en 2025, qui est une année charnière. Pour charnière, on va le redire, hein, parce que Monsieur Trump va passer en gouvernance. Et on voit au fur et à mesure qu'on approche la ligne du 20 janvier, que s'accélère un certain nombre de choses. Je viens de citer les paroles et les écrits des messieurs Assange et Fulmich. J'ai envie de compléter le tableau avec Monsieur Zuckerberg et Meta, Facebook anciennement. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Eh bien, tout simplement, ils annulent le fact-checking. Vous vous souvenez, le fact-checking, la vérification des faits. C'est une disposition qui entraîne la disparition de milliers de moniteurs, c'est-à-dire d'écrans et de salles en ligne. Voilà. Et ça entraîne aussi la disparition de la police de la vérité. Vous vous souvenez de ces expressions-là? Tout ça est en train de s'écrouler, exactement comme on a parlé de l'écroulement de BlackRock. C'est aussi lourd que ça. Donc Meta est en train de rendre la parole libre et arrête le fact-checking qui était devenu contre-productif, j'imagine, ou tout simplement ils se sont fait menacer et donc ils commencent à obéir à d'autres règles que les leurs. Voilà ce que je voulais dire sur Meta, Facebook, le fact-checking et ce que ça a comme conséquence au sein de cette entreprise Meta. Zuckerberg ne va plus donc que dans le sens de Macron. Ce n'est plus une agence de renseignement, Meta, ça redevient un réseau social. Ça pourrait être considéré comme ça, absolument. Absolument, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur les incendies en Californie? Parce que c'est de ça que j'aimerais parler maintenant. Pas sur les incendies. Vas-y, Philippe, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Donc, Californie, évidemment, on a raté, je dirais, le sujet avant-hier, mercredi. Raté, c'est un grand mot, dire qu'on n'en a pas parlé, mais c'est à ce moment-là, ce mercredi dernier, que les choses ont accéléré et qu'on a vu des incendies en Californie comme on n'en a jamais vu avant. Et pourtant, on en a vu des bouts, notamment sous la précédente mandature de Monsieur Trump. Je me souviens qu'il s'était fait filmer devant une zone sinistrée par l'incendie, mais très intelligemment, il avait pris un cadrage où on voyait derrière lui à la fois des voitures calcinées, mais quasiment en cendres, quoi. Et deuxièmement, un arbre juste à côté qui était tout vert, en pleine forme. L'arbre était en pleine forme. Donc il y a un problème. Et quand on voit des photos distantes, tirées depuis des drones, par exemple, hein, ça shootait depuis des drones, eh bien on voit très nettement que les maisons ont été carrément chirurgicalement détruites et réduites en poudre, en cendres. Et juste à côté, tout au long, sur l'allée, les arbres sont verdoyants. Ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est-à-dire que soit l'incendie est ravageur et il ravage tout, et en particulier le bois des arbres, n'est-ce pas, qui est plus dur à consommer que le fer, des voitures. Et donc, voilà, toujours les mêmes questions, quoi. La question supplémentaire, après que cet incendie apparaisse déjà sous les auspices du plus grand incendie jamais enregistré en Californie,
ever, comme disent les Américains, c'est-à-dire depuis le début, depuis toujours. C'est aujourd'hui 50 milliards de dégâts qui sont estimés. Hein. C'est 50 milliards de dollars, bien sûr, hein, de dégâts qui sont estimés, alors que la dernière grande estimation des derniers incendies, c'était autour de 12 milliards, pour situer les choses. Hein. Donc là, on est sur quelque chose d'absolument exceptionnel, et on se dit, effectivement, ça prend la suite d'incendies précédents, manipulés de toute évidence, avec des armes à énergie dirigée pour des gens comme nous au sein du CNTFCH et beaucoup d'autres. Heureusement, ça parle. Pour d'autres, ça ne parlera pas encore, mais les armes à énergie dirigée, ce sont des armes qui, comme vous, qui se décrivent très bien, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à énergie dirigée de loin et on ne les voit pas. C'est à distance. On ne sait pas ce qui déclenche les incendies, mais ils arrivent. Voilà. Donc ça, c'est de la technologie militaire américaine connue comme étant existante. On n'a pas le détail de son fonctionnement, bien sûr, puisque c'est secret défense, mais ce sont des actions et des moyens dits militaires, quoi, hein, qui permettent de détruire. Alors, quelle est la part justement de l'armée dans cette volonté de détruire la Californie? On ne sait pas. Et quand je dis on ne sait pas, c'est pas ironique. On ne sait vraiment pas. Voilà. Donc ces militaires, ils reçoivent des ordres évidemment, et ils ne font que les appliquer. Alors la question qu'on se pose tous, c'est à qui profite le crime? En bon anglais, cui bono. Enfin, en fait, c'est du latin. Hein. Donc, à qui profite ce crime? Alors, on ne sait pas, parce que ce soit les méchants dont on a cité la débandade tout à l'heure, hein, on l'a évoqué au travers de BlackRock et Rothschild. Hein, je dis les méchants, c'est une façon de parler évidemment, hein, parce qu'il faut bien distribuer les rôles dans un scénario. Eh bien, ceux-là qui, avant de partir ou avant de rendre les armes, se rendent de plus en plus terribles et deviennent de plus en plus excités. C'est une hypothèse. Il y en a une autre qui consiste à dire exactement l'inverse, c'est-à-dire que justement, tout ce petit monde est invité à partir. Pourquoi je dis tout ce petit monde? Parce qu'on s'est aperçu dans cet incendie, sa particularité, je dirais, c'est qu'il touche les zones les plus upper class, on va dire, de la Californie, tout simplement. Les précédents ayant été un petit peu tous azimuts, toute catégorie sociale confondue, etc. Alors que là, on est sur l'upper class. Donc, alors Philippe, oui. Déjà, je voudrais m'excuser hein, parce que j'ai été victime d'une coupure de réseau là pendant pratiquement 10 minutes, donc je n'ai pas pu suivre l'émission. Donc, mais là, apparemment, c'est revenu. Là où je me trouve, là, je suis sur la route. Je suis à l'endroit où il y a à peu près un an, j'avais interviewé pour le compte du CNTFCH l'un des responsables des agriculteurs catalans qui manifestaient et qui bloquaient les routes contre justement la domination européenne et tous les systèmes de normes qui venaient les étouffer. Et on voit qu'en France, les agriculteurs n'ont pas cessé depuis de manifester et de lutter et de dénoncer tout ça. Et alors, ce que je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire Philippe, c'est que l'autre jour, Emmanuel Macron a dit carrément, en parlant d'Elon Musk, et de Donald Trump, qu'il y avait maintenant une internationale de personnes qui sont des conservateurs. Alors, ça m'a fait sourire parce que je me souviens de ce que disait Sarkozy il y a quelques années en disant il y aura un nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Eh bien, si. Et il y a du monde qui s'y oppose. Et ce dont parle Macron, c'est tout simplement ce que nous appelons l'international de la liberté, l'alliance pour la liberté au niveau des peuples. Et donc, à partir de là, on se rend compte que l'oligarchie qui essaye de nous gouverner a pris conscience qu'elle est en train de se retrouver face à une organisation des peuples mondiaux qui devient de plus en plus solide et de plus en plus importante. D'où le fait, comme tu disais Philippe, que en général, quand une bête est acculée face au mur, eh bien souvent c'est là qu'elle devient la plus agressive avant d'agoniser. Et quand Emmanuel Macron parlait de la bête de l'événement, eh bien la bête de l'événement, elle est en train de rendre l'âme. Et on s'en rend compte tous les jours maintenant de plus en plus. Il n'y a pas besoin d'attendre le 20 janvier. Trump, Elon Musk et un certain nombre de personnes à travers le monde ont déjà commencé à bouger.
Voilà ce que je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, Philippe. Oui, on peut même prolonger au sujet de Monsieur Macron avec ses réflexions toujours aussi déplacées et toujours aussi peu diplomatiques vis-à-vis des Africains, qu'il reproche de ne pas dire merci à la France alors qu'on vient de se prendre un merveilleux coup de pied dans les fesses. Alors on sort, mais ça sera avec les honneurs si on ne disait rien. Mais là, de dire aux Africains qu'ils ont oublié de nous dire merci, c'est au-delà de l'odieux, quoi. Donc, et puis on a des belles images dans le même temps, des troupes, des piou-piou français, des troupes françaises qui quittent en bon ordre, je dois dire, et qui montent dans les avions, qui quittent le Tchad. Alors, le Tchad, c'est un des États de cette partie de l'Afrique qui est en train de s'émanciper de la France. Voilà, donc il est question qu'à partir du 1er février, il n'y ait plus un seul soldat français en Afrique, en tout cas dans cette partie de l'Afrique. Voilà où Monsieur Macron nous a envoyé. Alors, c'est pas tellement d'ailleurs le fait qu'on soit envoyé dans nos foyers, ce qui me semble normal pour marquer la fin d'une période colonisatrice ou de colonisation. C'est vrai que le franc CFA, toutes ces choses-là ont contribué à maintenir la tête sous l'eau, je dirais, de l'Afrique, hein, économiquement parlant, j'entends. Mais c'est la façon de le faire, quoi, tout simplement. Et puis c'est surtout la façon d'avoir coupé les ponts, de telle sorte qu'on aurait pu rester en très bons termes avec cette partie de l'Afrique, justement, en disant, on s'en va, puisque vous nous le demandez, mais on peut garder des accords commerciaux, on peut garder des liens ensemble pour discuter. Là, on a vraiment l'impression que non seulement on se prend un coup de pied dans les fesses, mais il n'est plus question de venir négocier avec la France pour ces gens. Ce qui est tout à fait normal compte tenu de l'attitude de monsieur Macron, aussi méprisante, il n'y a pas d'autre mot, qu'il a vis-à-vis des Africains et des dirigeants africains en particulier. Voilà. Et puis Philippe, ça ne remonte pas uniquement à Emmanuel Macron, mais je pense qu'un certain nombre d'Africains doivent en avoir ras-le-bol, surtout les peuples, de toutes les magouilles et les valises de billets qui ont circulé diplomatiquement vers un certain nombre de dictateurs africains qui oppriment leur peuple. Et ce sont maintenant les peuples qui se réveillent, comme en Europe et comme aux États-Unis, ce qui fait que l'oligarchie américaine a été toute surprise de voir que Donald Trump a été élu et massivement. Toute surprise, oui, le mot n'est pas très fort, hein. Je pense qu'ils ont été abasourdis parce qu'ils avaient mis toute une série de plans en place pour que ça n'arrive pas. Et c'est arrivé quand même, quoi. Voilà. Donc il y a un contre-feu qui leur fait, qui les contrarie, et ils n'ont pas l'habitude d'être contrariés parce que ça fait si longtemps, depuis des dizaines voire des centaines d'années, qu'ils ont le pouvoir. Ils l'utilisent à notre insu, c'est-à-dire que nous ne savons même pas qui commande et quel est l'objectif de ces personnes. Maintenant, c'est deux choses qui commencent à devenir beaucoup plus claires pour le commun des mortels. Et donc, de ce fait, ils sont, comme on dit en français, percés à jour. Hein, quand les plans sont percés à jour, voilà, c'est des expressions un peu anciennes, mais et qui conviennent. Et pour dire quoi? Pour dire que on vous croit plus. On voit que vous avez la main dans le pot à confiture, et on vient d'éclairer la pièce, et vous nous dites que c'est pas vous, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment cette ambiance-là qui est en train de se développer, et donc la fuite est de rigueur pour tous ceux qui veulent encore avoir un poids dans le monde de demain, dans le monde à venir, hein, que nous annonce d'ailleurs Monsieur Trump. Monsieur Trump qui nous annonce un certain nombre de choses au niveau de la redistribution financière notamment, on va pas en reparler ce soir. Voilà, donc effectivement, il y a de la part de cette oligarchie qui est en train de se déliter un réflexe de panique en ce moment. Voilà. Alors c'est normal qu'il y ait un réflexe de panique, Philippe, parce que l'oligarchie a toujours eu peur des peuples. L'oligarchie a toujours su que le peuple, par le nombre, avait une puissance à laquelle il ne pouvait absolument pas résister à partir du moment où les peuples s'en rendent compte. Et qu'est-ce qui se passe depuis une vingtaine d'années? Eh bien, on a maintenant les moyens de permettre au peuple d'être informé de toutes les façons possibles grâce à Internet. Et quand on regarde ce qu'a fait Elon Musk avec son réseau de satellites Starlink, il va permettre, comme il l'a annoncé, à n'importe qui dans le monde, même en plein milieu du désert, de pouvoir avoir accès à Internet et à des tarifs défiant toute concurrence. Donc ça va faire mal à l'oligarchie. Et ça me rappelle sans arrêt la prophétie qui avait été écrite par les Indiens Hopi en Arizona, que j'avais lue en 1987, avant qu'Internet existe, où ils disaient que le jour où une toile d'araignée d'information mondiale existera, les peuples retrouveront leur fierté et la liberté. C'est à ça qu'on est en train d'assister en ce moment.
Bravo. Messieurs, un commentaire là-dessus? Oui, j'aurais bien un commentaire à faire par rapport à la force d'en bas, au dragon, appelé la bête aussi. Il s'agit, comme nous le décrit les anciens, de terrasser le dragon et non pas de l'assassiner et de le voir périr. Il s'agit de le maîtriser afin d'utiliser sa force, de rassembler les feux d'en haut, les feux d'en bas, soit le feu de l'esprit et le feu de la matière. Deuxième chose, notre devise, je vous la rappelle, peuple, paix, justice. Et tout être sur terre fait partie du peuple des hommes. Quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses réussites, à partir du moment où un être s'associe à sa propre divinité, il devient bon. Il y a un proverbe chez les chrétiens qui dit « Dieu seul est bon ». Donc, si nous laissons passer la bonté que nous avons en nous, à ce moment-là, nous devenons bons. Sinon, nous sommes comme la bête, effectivement. Et puis, percer à jour. Alors, à partir du moment où on perce un petit peu notre peau d'égoïsme, la lumière passe. Et la lumière ne nous appartient pas, elle appartient à tous. Et quand il y a des petits trous dans notre égoïsme, eh bien, la lumière passe pour nous et pour tous. Et c'est percé, vous verrez, persévérance. Alors, n'abandonnons pas le combat, c'est-à-dire battre avec les cœurs à l'unisson. N'abandonnons pas le combat 5 minutes avant que le miracle se produise, avant d'obtenir un résultat qui soit heureux pour tout le monde. Et c'est aussi la persévérance, c'est aussi l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés depuis quelque temps déjà. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Moi, je pense exactement comme toi. Je pense qu'il faut pas non plus s'appuyer trop sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Trump, Musk, etc. C'est très très bien. Il ne faut pas lâcher par contre la vigilance en France et surtout le combat que nous sommes en train de mener. Oui, excellente transition parce que là, on s'aperçoit que Trump, il fait une démonstration que il vaut mieux être fort que d'être dans son droit, surtout si l'objectif final est légitime. Voilà. En France, on est fort de rien. On est totalement inféodé à l'Amérique. Alors une fois sous Biden, une fois sous Trump, on va voir la différence que ça va faire. Mais a priori, ça devrait quand même pas mal secouer du côté français également et du côté allemand quand Trump sera aux affaires. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'en France, pour pouvoir sortir notre épingle du jeu, nous, en tant que peuple, nous n'avons que l'option du droit et de la paix, parce que si jamais on bouge une oreille, on se fait tirer dessus, donc il va falloir passer par le droit. Et c'est ce que nous faisons depuis le début, et en tout cas depuis 2008, date à laquelle, effectivement, il y a eu des forfaitures telles que, eh bien, les gens qui étaient en place à cette époque-là sont restés en place alors qu'ils avaient commis une forfaiture qui détruisait la République et qui détruisait la Constitution. Donc il n'y avait plus de Constitution. Quand il n'y a plus de Constitution, il faut recommencer, il faut rebâtir, voilà. Or là, non, ils ont dit non, on continue comme c'est très bien, etc. Et donc il y a eu prise de pouvoir par des gens illégitimes et qui sont des usurpateurs tout simplement, voilà, au sens le plus simple du terme. Donc voilà, donc nous au sein du CNTF-CRH, on s'appuie là-dessus et on se contente plus, on ne s'est pas contenté depuis le début d'ailleurs, depuis 2008, de dénoncer la forfaiture. On a dit, ben voilà, il y a une forfaiture, tout est tombé, tout est patraque, comme on dit, tout est par terre. Soit on continue de faire semblant de croire qu'on n'a rien vu, qu'on n'a rien entendu. C'est la première option qui marche bien jusqu'à maintenant, voilà. Mais cette option met au pouvoir des gens illégitimes qui, du fait qu'ils sont illégitimes, ben, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Bah oui, puisqu'on les laisse faire. Normal. Donc tant qu'on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent. Et dans ce qu'ils veulent, évidemment, il y a tout ce que disait cette jeune dame de l'ENA, là, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a tout cet argent qui vient nous pomper à plus de 65 voire 70%. Nous travaillons pour eux, quoi. Rappelons quand même à toutes fins utiles que pendant l'Ancien Régime, c'est-à-dire sous le régime des rois et des seigneurs, n'est-ce pas, chaque personne appartenait à un seigneur. Eh bien, elle devait aussi, et on était taxable et corvéable, quoi. Corvéable à merci. Corvéable à merci, la corvée, c'était la plupart du temps, c'était pour déboucher les douves qui entouraient les châteaux. Il fallait que ce soit propre, que ça reste propre, et une fois par an, eh bien, tous les serfs, les serviteurs, eh bien, allaient nettoyer les douves. Il n'y avait pas que ça, mais c'était la principale entreprise, en l'occurrence. Savez-vous combien de temps ça prenait par individu? Ça prenait, sur une année, 1 semaine. Vous comparez cette semaine de travail avec un serf, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre, mais qui est vraiment pas bien riche,
avec ce que nous travaillons nous aujourd'hui pour l'État, 65%. Voilà, au lieu de 1 sur 52e, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit pas faire beaucoup. Donc tout a augmenté, tout est allé très vite, et les gens qui ont usurpé ce pouvoir en profitent pour nous serrer le kiki tous les jours et à nous obliger à remplacer nos voitures qui marchent bien par des voitures qui vont coûter très cher. Tout ça pour quelques grammes de particules fines, soi-disant dispensées dans l'atmosphère, et alors que de la vie d'eux-mêmes, de ces gens, on pollue beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Voilà. Mais quand même, il va falloir changer notre voiture. Voilà, donc ça va coûter très cher et il y aura beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Voilà, donc les procédures. Oui. De toute façon, Philippe, si on parle de Donald Trump et d'Elon Musk, la philosophie de Donald Trump, c'est de rendre sa grandeur à l'Amérique. Et donc, nous, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, on fait pareil, mais pour la France. C'est-à-dire qu'il faut rendre sa grandeur à la France. On n'est pas obligé pour ça de compter sur les États-Unis qui, depuis longtemps, ont essayé de nous coloniser. Et à partir du moment où Trump veut que les États-Unis se retournent sur eux-mêmes, eh bien, il nous laisse la liberté de pouvoir nous-mêmes redresser notre pays. Il faut pas compter sur lui. Il faut pas compter sur l'extérieur. Ça fait déjà trop longtemps que l'extérieur nous parasite, nous colonise. Sans parler même de Ursula von der Leyen, déjà depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont sans arrêt essayé de s'immiscer dans les affaires du pays, là où De Gaulle d'ailleurs a tout fait pour l'éviter. Donc il faut revenir à ça et redonner la liberté et la souveraineté au peuple d'une manière indépendante. Oui, et grâce à une organisation politique très simple et très connue de longue date qui s'appelle la démocratie. La vraie démocratie. Hein. On n'est pas en train de décourager les gens en disant... Et j'en entends certains dire, cette démocratie, ça fait 2 siècles qu'on nous en parle, elle a jamais rien fait de bon, et ça a tout de travers. Donc oui, effectivement, parce que c'était pas la démocratie, mesdames et messieurs, c'était autre chose. La vraie démocratie, c'est très simple, hein. C'est effectivement donner le vote à tout le monde, mais en interdisant toute forme de représentation de qui que ce soit par qui que ce soit. Et quand on dit ça, déjà, on change le monde. Voilà, seulement on ne le dit jamais. Donc maintenant, on le dit, nous, au sein du CNTF-CH, nous le disons, et nous prétendons que nous pouvons soulever le monde avec un vrai système démocratique, c'est-à-dire qui prend en compte la parole de chacun et qui rend chaque citoyen, ma foi, un votant et un acteur de sa gouvernance. Voilà. Et ça change tout. Et on travaille sur ces sujets-là de façon très très précise, de façon à ce que nous représentions une offre très prochainement, hein, j'espère, hein, une offre politique alternative tout à fait crédible. Voilà. Avant de clôturer l'émission, nous allons écouter Jean-Pierre. Oui, merci. Alors j'aimerais rebondir sur ce que disait Philippe à propos de la démocratie. Le bouquin que je vous ai montré l'autre jour, Sol, je mégalomane à moi-même, de Marc Favreau, qui est reparti dans le monde de la lumière et qui a quitté le seuil mortel il n'y a pas très longtemps. Il parlait de la fausse démocratie en disant la démocraceuse. alors il y a la démocratie et la démocraceuse. Merci d'avoir entendu. Très bien. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter un petit mot avant la clôture? Non. Eh bien, il me reste plus qu'à souhaiter. Oui. Peut-être une petite chose, Sylvain. Tout à l'heure, au tout début, tu citais certaines chansons. Moi, je citerai toujours la chanson de France Gall, Résiste, prouve que tu existes. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un week-end DSS. Qu'est-ce que c'est un week-end DSS? Ben, c'est un week-end doux, sucré et suave. Allez, rendez-vous à partir de lundi avec La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, Canal historique. Bon week-end, bonne soirée.